Bonsoir à tous. Merci pour votre présence à notre échange avec la société Afiren, qui est une société qui produit des acides organiques naturels qui eux-mêmes entrent dans la composition de nombreux produits du quotidien, comme l'alimentation, les matériaux ou encore les parfums. Et l'objectif ce soir est d'échanger avec trois de ses dirigeants. Alors, Maxime Cordonnier, vous êtes le directeur financier. Bonjour. Caroline Pétigny, vous êtes la directrice communication et RSE. Bonjour. Et puis, nous aurons aussi la chance d'avoir Nicolas Sordet, fondateur et directeur général, qui a été un petit peu retardé suite aux complications de cette journée particulière. Alors, on l'aura d'ici quelques minutes, je pense. Alors, pour restituer aussi les choses, Afiren, donc vous aviez fait votre introduction en bourse en septembre 2021, et donc il y a 16 mois. À l'occasion, on avait fait un webinaire ensemble d'ailleurs, et vous revenez donc 16 mois plus tard pour nous expliquer comment ça s'est passé, où en sont vos projets de développement, vos projets industriels, votre trajectoire financière, et aussi répondre aux questions des participants. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, Maxime, Caroline, je vais vous demander pour commencer par nous redire un petit peu qui vous êtes et qui est Afiren. Merci Jean-Baptiste. Caroline, je te laisse peut-être te présenter en première. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Pétigny, effectivement la directrice RSE et communication d'Afiren, entreprise que j'ai rejoint il y a 3 ans. Et auparavant, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et chimique à divers postes sur l'innovation, les affaires publiques et la RSE. Et pour ma part, Maxime Cordonnier, je suis le directeur financier d'Afiren que j'ai rejoint il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Pour ma part, avant, j'avais un passé plutôt côté investisseur justement pour accompagner des sociétés en phase de scale-up technologique. Donc, je suis passé un peu de l'autre côté du miroir avec l'histoire Afiren. Et Nicolas Sordet, donc effectivement, s'excuse de quelques minutes de retard, mais il devrait nous rejoindre rapidement, on l'espère. Et donc, on va démarrer sans lui. Alors, peut-être une introduction avant de vous présenter une vidéo pour expliquer un petit peu finalement Afiren et ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Afiren a été créé en 2012, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, pour vraiment développer cette technologie. Et dès le début, Afiren a vraiment eu l'ADN d'essayer de travailler, avoir un impact pour essayer justement de prendre en compte malheureusement les réalités de notre monde. Je crois qu'on a tous eu très chaud à Noël après avoir eu très chaud cet été. Et en 2012, il faisait moins chaud, mais on était déjà dans cette tendance. Et dès le début, on a toujours cette volonté d'essayer d'avoir une technologie qui soit la plus respectueuse possible de l'environnement, en n'utilisant que des résidus d'agriculture, en essayant de diminuer l'impact carbone qu'on pouvait générer, en essayant d'avoir un maximum d'éco-circularité dans la technologie qu'on a essayé de développer. Et c'est ce qui nous a vraiment guidés depuis le début. Et ce qui est intéressant, et comme quoi parfois l'histoire est bien faite, c'est que plus on a essayé de travailler l'aspect vertueux de notre technologie, plus on a amélioré sa performance économique. Et c'est ce qui finalement, à la fin, nous a rendu viable économiquement face à nos concurrents de la pétrochimie. On le verra après. On va peut-être démarrer par cette vidéo, et puis on reprendra après en quelques slides pour expliquer Afiren en introduction. Effectivement, donc c'est une vidéo qui fait à peu près 1 minute et demie. Et qui a du son. Le son arrive quelques secondes de décalage.
vois que Nicolas Sordet nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, peut-être que vous pouvez dire un petit mot pour vous présenter et pour reprendre un peu le fil de la présentation. Oui, bonsoir. Donc, je suis Nicolas Sordet, le directeur général et cofondateur d'Afiren. Juste pour reprendre la présentation, après cette vidéo qui explique un petit peu l'utilisation de nos produits, j'aimerais juste faire un rappel un petit peu sur notre process de production et sur notre modèle environnemental et d'intégration, le tout pour minimiser notre impact environnemental. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai les slides qui sont un petit peu retardés. Non, il faut descendre, Jean-Baptiste, je pense. Voilà. Voilà, très bien. Donc, le concept d'Afiren, c'est vraiment d'utiliser une matière première renouvelable qui puisse ensuite être fermentée avec une fermentation qui est naturelle et biosourcée pour ensuite produire une gamme de 7 acides, 7 molécules différentes avec un impact environnemental vraiment limité à la fois en termes de CO2, en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions de déchets, et donc avec un coproduit qui retourne au sol sous forme d'engrais dans une logique vraiment d'éco-circularité. Voilà, donc 7 molécules différentes. Maxime, je te laisse présenter un petit peu les applications. Ouais, donc au final, avec une usine, avec un processus de production, on fabrique 7 acides. On peut rester sur le slide juste avant, s'il vous plaît, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. On fabrique 7 acides organiques différents. Ces acides organiques, on appelle plus spécialement des acides carboxyliques. Ce sont en fait des chaînes carbonées plus ou moins longues, la plus courte avec 2 carbones, qu'on va appeler le C2, l'acide acétique, jusqu'au C6, donc avec 6 carbones, l'acide caproïque. Chacun de ces acides, en fait, est utilisé dans de très nombreux produits de la vie du quotidien, sans forcément qu'on le sache toujours. On va retrouver ces acides organiques, par exemple, sous forme de conservateurs dans l'alimentation humaine, par exemple, dans notre pain brioché. On va les retrouver sous forme d'arômes ou de parfums, que ce soit donc en cosmétique ou également dans notre nourriture à nouveau, dans notre jus d'orange, dans notre yaourt. On va les retrouver aussi beaucoup dans l'alimentation animale pour aider justement à une meilleure digestion et souvent en remplacement des antibiotiques. On va les retrouver également, donc je l'évoquais, en cosmétique, en arômes et parfums, dans nos shampoings, mais aussi dans d'autres applications, par exemple comme les lubrifiants aéronautiques ou même lubrifiants maintenant dans des batteries de véhicules électriques. Donc ces applications sont extrêmement larges, extrêmement variées. Et en fait, chez Afiren, on a une approche qu'on appelle de drop-in. C'est-à-dire, en fait, on va proposer exactement la même molécule que celle qui est aujourd'hui issue de la pétrochimie. On respecte le cahier des charges traditionnel, mais nous, on le fait avec un carbone renouvelable à l'intérieur, donc avec un procédé de production respectueux de l'environnement. Mais donc, ce qui fait que pour nos clients, il n'y a pas de changement dans leur process de production ou dans la composition de leurs produits. Dès lors qu'on respecte leur cahier des charges traditionnel, ils peuvent facilement adopter nos molécules et aller vers une approche beaucoup plus verte environnementalement. Et c'est comme ça en fait que l'on a déjà prévendu 75% de la capacité de production de notre première usine avec des contrats pluriannuels avec un certain nombre de clients car justement c'est extrêmement simple pour eux de valider et de s'engager à nos côtés. Si on va sur la slide d'après, rapidement sur les différentes applications, je l'ai évoqué, dans lesquelles nos produits interviennent, donc notamment l'alimentation humaine, l'alimentation animale, les arômes et parfums, les lubrifiants. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, nos clients, on peut leur apporter les 2 choses extrêmement importantes dans leur problématique justement de décarbonation ou d'approche environnementale, puisqu'on a ce côté biosourcé, mais également ce côté bas carbone. Et finalement, selon les secteurs que l'on adresse, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Je m'explique. Par exemple, en alimentation humaine, tous, en tant que consommateurs final, on aimerait avoir une alimentation avec des produits plus naturels, plus biosourcés et moins de dérivés pétrochimiques dans notre consommation du quotidien. Et c'est en cela que vraiment notre approche répond aux enjeux de nos clients pour essayer de verdir et d'aller sur une approche plus naturelle dans leurs produits. À l'inverse, dans le monde des lubrifiants, ce côté naturel ou biosourcé n'est pas forcément un enjeu fort pour eux. Par contre, la capacité de diminuer leur empreinte carbone,
est extrêmement importante. Et nous, finalement, en leur proposant un sourcing, un approvisionnement alternatif, on peut leur permettre de réduire leur empreinte carbone sur un de leurs approvisionnements de manière extrêmement rapide. Et donc, finalement, on répond à l'ensemble des enjeux de l'ensemble de ces secteurs. Et donc, aujourd'hui, on a contractualisé dans déjà, en fait, toutes ces applications. In fine, ce marché des acides carboxyliques représente un marché de plus de 13 milliards de dollars et qui est en hausse de 5% par an. Donc, c'est une aire de jeu extrêmement importante pour nous, dans laquelle on souhaite pénétrer justement avec cette approche naturelle et bas carbone. Peut-être sur la slide après. Ouais. Ok. Juste un petit point donc sur les succès commerciaux depuis le début de l'année 2022. Ils ont été divers, très variés. Ils portent sur toutes les molécules que nous allons produire avec cette usine. Et donc, ils vont vraiment du contrat commercial stratégique long terme à une signature avec Enolis, qui est une société du groupe Le SAF, pour de la distribution de certaines molécules naturelles dans des applicatifs, notamment dans les arômes et parfums. Un partenariat long terme avec Terial sur les engrais, qui est donc une société commune entre le groupe Avril et Suez. Un accord aussi avec Excellentia sur la distribution aussi dans un domaine des arômes et parfums, mais cette fois en Amérique du Nord. Et puis ensuite, un contrat qui est un accord d'achat à long terme avec un acteur aux États-Unis dans le monde des lubrifiants, voilà, qui aura pour but ensuite de pouvoir nous ouvrir ce marché sur cet applicatif qui est très important pour notre développement. Au global, près de 75% du volume de la production a été déjà préempté et 100% des engrais également. Et donc, c'est finalement, avant d'avoir commencé d'avoir commencé la production, c'est des réalisations qui sont très importantes. Pourquoi pas plus? Aujourd'hui, on a aussi et toujours beaucoup de discussions commerciales en cours. Voilà, on continue d'avancer et il y aura des objectifs d'atteinte de sécurisation supplémentaire pour l'année à venir. Sur la slide suivante. Voilà, donc en fait, cette année 2022 a été très riche au niveau commercial, au niveau contractuel, sur toutes les relations qu'on a pu créer avec nos clients. Et la raison principale, pardon, c'est qu'en fait, on est capable d'apporter au marché quelque chose qui va amener et combiner trois critères très particuliers et qu'il est très difficile d'associer. C'est évidemment la performance du produit, puisque un acteur ne switchera d'une molécule pétrosourcée vers une molécule plus naturelle que si on a une performance produit intéressante avec des lots qui ont été testés par nos clients. Si on est compétitif en termes de prix, mais si aussi également on a cette durabilité qu'un gros nombre de nos clients recherchent aujourd'hui dans un monde en mutation très forte. Et on en a parlé au départ avec le réchauffement climatique, avec les enjeux commerciaux pour les clients, les enjeux d'engagement, de responsabilité sociétale des divers acteurs. Voilà, c'est ce triptyque-là qu'Afiren est en train de mettre en place et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une demande client très forte et très vigoureuse. Slide suivant sur la stratégie RSE. Caro, je te laisse. Oui, merci Nicolas. Effectivement, alors déjà la stratégie RSE, on a décidé, puisque finalement l'offre de valeur d'Afiren est basée sur une offre qui se différencie sur sa valeur environnementale, mais aussi sociétale, on a décidé d'inscrire la stratégie RSE, la RSE dans la stratégie de l'entreprise, vraiment dès le début de son développement. Et déjà, ça démarre par une bonne gouvernance. Donc, vous voyez ici l'équipe de direction. Donc, on a une équipe de direction expérimentée avec, dans le comité exécutif, des personnes qui viennent d'horizons différents,
beaucoup du milieu industriel, mais pas que, et qui sont là pour apporter vraiment, au travers de leur engagement, aussi leur expérience dans des secteurs et des groupes variés, et qui sont tous évidemment déterminés à réaliser l'ambition d'Afiren. Donc ça, c'est pour notre comité exécutif. On a aussi un conseil d'administration qu'on a souhaité enrichir avec plus d'indépendance et de diversité. Donc, le conseil d'administration est dirigé par présidé par Stéphane Borgas, qui est un administrateur indépendant. On a aussi mis en place donc un comité des rémunérations, un comité d'audit et un comité RSE pour porter tous ces sujets. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller dans une amélioration, un enrichissement, une amélioration continue en termes de gouvernance pour l'entreprise. Et au-delà de ces deux organes de gouvernance clés, évidemment, l'ambition de l'entreprise, elle est portée et réalisée grâce à une équipe dont on est très fier, qui s'est aussi fortement enrichie cette dernière année avec des recrutements de cadres clés qui viennent là aussi d'horizons très différents et qui montrent qu'on est capable d'attirer des talents d'entreprises très matures, voilà, et tous partagent, toutes ces personnes qui rejoignent finalement l'aventure Afiren ont un point commun majeur, c'est leur engagement, leur motivation pour réaliser cette ambition et le sens qu'ils trouvent dans ce projet. Donc, toute cette équipe, cette gouvernance et cette équipe nous permet d'avancer et on a travaillé depuis 2021 à l'analyse de nos enjeux matériels et aussi la réflexion de ce qui nous porte, c'est-à-dire notre raison d'être. Je vous laisserai, Jean-Baptiste, s'il vous plaît, passer à la slide suivante. Donc voilà, la raison d'être, s'il vous plaît. Donc la raison d'être d'Afiren qui est de rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement. Cette raison d'être, pour nous, elle est très importante. D'abord, elle a été co-construite, ça a mis un petit peu de temps pour la définir. Elle a été co-construite en impliquant nos employés, mais aussi nos parties prenantes, nos clients, nos investisseurs et un ensemble de personnes. On a aussi pu la construire grâce à un cabinet expert du sujet et on en est très fiers parce que vraiment elle reflète exactement ce qu'on a envie de servir. Donc maintenant on s'en sert finalement comme d'une boussole et ça nous a aussi permis, puisque ça a été réalisé en même temps que définir nos sujets les plus importants, ça nous sert de chapeau et ça nous aide à construire nos priorités en termes de développement durable, que ce soit pour les produits qu'on vend, que ce soit pour la façon dont on opère sur nos sites et que ce soit sur la façon dont on interagit avec nos collaborateurs et avec nos parties prenantes, donc l'aspect un peu plus sociétal. Donc, pour terminer, je vais, dans le slide suivant, vous montrer finalement comment est-ce qu'on aborde les sujets du développement durable et de la RSE. Parce que, évidemment, pour une entreprise telle que la nôtre, qui est encore assez jeune dans son développement, il faut faire les choses les unes après les autres. On s'est fixé finalement une feuille de route à 3 ans, où en 2021-2022, on a plutôt travaillé sur notre vision et notre stratégie. Donc, je viens de vous présenter la raison d'être qui est issue de cette réflexion. On a mis en place le comité RSE dont j'ai parlé. On a commencé à travailler sur une notation extra-financière. Donc, on s'est fait évaluer par Etifinance. Déjà 2 fois de suite, donc avec un score qui est très honorable, puisque dès la première année, on avait déjà une évaluation bien au-delà du benchmark sur le marché, donc de 55 sur 100 en 2021. Et on a considérablement augmenté cette évaluation en 2022 en mettant, en continuant de progresser. Donc, on est très fiers de cela. 2023, c'est l'année finalement où on commence à concrétiser un petit peu plus les choses. On va collecter des données pour pouvoir mieux finalement diagnostiquer où on en est et se fixer des objectifs. Sur le terrain, très concrètement, on a notre usine, donc on est en train de mettre en place des certifications, des cadres de certification ISO, notamment environnementale, sécurité, de qualité. Et évidemment, on va aussi travailler cette année sur un sujet majeur qui est le climat, donc définir notre stratégie climat et commencer à préparer le reporting
taxonomie et CSRD, le reporting européen. 2024, voilà, ce sera l'année où on pourra plus déployer, puisqu'on aura défini une vision, une stratégie, on aura collecté des données en 2023, puis se fixer des indicateurs de performance et des objectifs. Et 2024, on va pouvoir déployer ces actions, ces plans d'action et engager nos employés et nos parties prenantes dans ces plans d'action. Donc voilà comment on voit les choses et comment on aborde la RSE pour servir au mieux notre modèle d'affaires basé sur une bioéconomie à la fois circulaire et bas carbone et ancrée dans les territoires. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, hein. On répondra plutôt aux questions à la fin. D'accord. On peut parler un peu de l'usine maintenant. Oui, tout à fait. Donc, Afirène et Oxy, notre première usine. Jean-Baptiste, je vous laisse avancer, merci. Donc, juste pour rappel, hein, cette usine qu'on a inaugurée en septembre dernier a une capacité de production de 16 000 tonnes d'acide, de 23 000 tonnes d'engrais. Voilà, l'équipe est installée, il y a un gros travail qui est fait, on va y revenir sur le démarrage de cette société qui est donc une JV avec le fonds SPI de BPI France. Et donc, l'inauguration au mois de septembre, fin septembre 2022, nous a permis d'accueillir tous nos clients, tous nos partenaires. C'était un bel événement et qui marque vraiment le début de l'entrée dans le monde industriel d'Afirène via cette société Afirène et Oxy. Jean-Baptiste, je vous laisse… Ah oui, on va effectivement voir une vidéo qui va… Voilà, une vidéo qui va permettre d'avoir une vision un peu plus globale du site et puis de l'usine et des installations. Je vous laisse l'avancer. Bonjour, bienvenue chez Afirène et Oxy, la première usine Afirène qui va produire 16 000 tonnes de produits biosourcés. Aujourd'hui, une soixantaine de personnes travaillent sur ce site situé sur la plateforme Kemesis à Carlin-Saint-Avold dans Moselle. Nous utilisons des matières premières renouvelables et durables. Nous nous concentrons sur des coproduits de la biomasse en privilégiant un approvisionnement local, et plus particulièrement la pulpe et la mélasse provenant de la betterave à sucre. Une des forces du procédé Afirène est que nous pouvons utiliser différentes matières premières. En effet, la versatilité est un des points forts de notre technologie unique. Il s'agit d'un procédé de fermentation anaérobie basé sur des micro-organismes naturels. C'est une véritable technologie biomimétique qui reproduit à l'échelle industrielle la transformation de la biomasse par fermentation qui se déroule dans la nature depuis des millions d'années. Notre technologie permet de produire 7 acides organiques biosourcés avec un seul procédé et à partir de diverses matières premières. Ceci a été permis grâce à une approche originale de R&D basée dès le départ sur la mise à l'échelle industrielle. Tout a été conçu pour industrialiser efficacement la technologie en concevant un process à la fois circulaire et entièrement zéro déchet. L'eau est recyclée dans le système. Le coproduit minéral, obtenu à la fin de la fermentation, est valorisé comme engrais utilisable en agriculture biologique. Les produits finaux sont séparés et purifiés par distillation. Des produits 100% biosourcés et bas carbone qui répondent aux exigences de nos clients. Un système de gestion de qualité performant et des certifications produits adaptés aux exigences de nos marchés. L'évaluation environnementale de nos produits a montré une empreinte carbone 5 fois inférieure par rapport aux mêmes produits d'origine fossile. Un système de chaîne d'approvisionnement efficace pour répondre aux besoins de nos clients. Tout ceci pour servir au mieux notre raison d'être, rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en proposant des solutions biosourcées bâties avec et pour notre environnement. Nous venons d'inaugurer ici notre première usine. C'est le début d'une belle aventure collective. Aujourd'hui, l'usine d'Afirène et Oxy, elle montre le développement des industries de demain. Et on voit qu'elle se fait dans le respect des ressources. Je crois que durable, c'est vraiment le terme qui vous caractérise. C'est le respect aussi de la parole donnée. Et en tant
qu'actionnaires, investisseurs, on a pu éprouver la transparence, la capacité à dire les choses, parce que les choses sont rarement exactement comme on l'avait prévu, et à atteindre les objectifs ensemble qu'on s'était fixés. This is a day that will make history. They promised and they delivered. Today is just the start of the beginning. Notre ambition aujourd'hui est de devenir un leader dans le domaine de la bioéconomie et de répondre à la demande croissante des industriels pour des solutions biosourcées durables et bas carbone. Pour servir au mieux nos clients dans le monde, nous préparons notre développement international avec une deuxième et une troisième usine. Merci Jean-Baptiste. Je vous laisse passer sur la slide suivante pour faire un point justement sur le démarrage. Donc déjà, je voulais rappeler un point qui est important, c'est que la construction de cette usine, et vous l'avez vu, c'est une usine imposante, une vraie belle usine, très design, qui est… on y a reçu déjà beaucoup de clients qui ont été très impressionnés par la qualité de la construction. Je pense que le point à rappeler, c'est que malgré la crise sanitaire qui n'est pas si loin, on a été capable de délivrer, de construire cette usine dans les délais et dans le budget. Aujourd'hui, l'équipe est en place, l'équipe travaille pour la fiabilisation du process, elle est formée, et donc on est aujourd'hui totalement concentré sur la livraison des premiers lots, qu'on aurait espéré un petit peu plus tôt en 2022. C'était l'objectif interne qu'on s'était fixé. On a eu des soucis de démarrage, d'imprévus, de problématiques d'installation, d'équipement. Je pense qu'on a à peu près essuyé tous les imprévus et tous les dysfonctionnements de certains équipements quand on démarre une usine. C'est la vie d'une société qui est en train de devenir industrielle. C'est la réalité du jour, mais on progresse et l'équipe est très motivée et dédiée pour pouvoir nous permettre d'avancer, de fiabiliser notre process pour produire ces premiers lots qu'on espère le plus rapide possible et ensuite d'être capable de lancer vraiment la production dans une logique continue pour servir nos clients. Et les clients avec lesquels on interagit très souvent, on interagit pour les tenir au courant de nos avancées et avec un fort soutien et cette confiance qu'on bâtit à travers le temps et aussi à travers ces quelques difficultés dans cette période-là. Mais l'équipe travaille. Aujourd'hui, le bon côté, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre nous permettra d'acquérir l'expérience qui nous permettra de démarrer les usines suivantes plus rapidement. C'est l'acquisition d'un savoir-faire qui est important, c'est l'acquisition finalement de toute la connaissance de notre process à cette échelle industrielle et qui nous permettra aussi de nous positionner à part vraiment et de confirmer notre position de leadership une fois cette usine totalement mise en route. Juste pour rappel, cette usine aura un chiffre d'affaires qui est prévu avant inflation autour de 35 millions d'euros, avec un objectif d'équilibre d'EBITDA pour 2023 et une pleine capacité plutôt en fin 2024. On est aujourd'hui toujours sur ces données. Et puis, donc, une usine qui sera, et on fait tout pour en termes d'organisation, mais aussi en termes humains et de performance pour être économiquement rentable avec un objectif de marge d'EBITDA courant qui sera au-dessus de 25%. Voilà, donc on est dans un environnement aussi inflationniste, à la fois en termes d'énergie, mais aussi sur nos matières finales et le coût de nos produits. Et donc, on a cette capacité aussi à pouvoir, traverser cette période difficile qui est en termes d'énergie et aussi d'être capable de mettre en place notre process de production pour devenir vraiment cet acteur industriel. Je vous propose de prendre malgré tout une question tout de suite sur l'usine, puisqu'on y est dessus.
sur la possibilité de l'agrandir au fil du temps. Alors, cette usine a été designée en termes d'implantation pour être capable d'être doublée. Donc ça a été un gros travail de setup sur le terrain, de design, d'implication, en tout cas de construction, pour essayer de la faire la plus ramassée possible. Ça nous permettait aussi d'avoir une bonne maîtrise des CAPEX, mais aussi d'avoir une parcelle de terrain suffisante pour être capable de doubler cette capacité. Aujourd'hui, voilà, ça fait partie des objectifs à terme, à moyen terme qu'on se fixera. Voilà, on n'a pas aujourd'hui ni le détail ni le timing, mais c'est sûr qu'elle a été designée pour être capable de doubler sa capacité. Et je précise le tout pour répondre à une demande marché qui est croissante pour ces molécules bas carbone et biosourcées. Je vous laisse avancer, Jean-Baptiste. Donc, on est en train de parler d'Aphirène Neoxy. Comme on l'avait expliqué au moment de notre IPO, et dans la vidéo que vous avez pu voir, le développement d'Aphirène, ce n'est pas que cette première usine, c'est aussi et donc évidemment d'être capable de la dupliquer et de l'implanter et de développer notre technologie à l'étranger pour être proche de nos clients et proche des demandes pour ces molécules naturelles. On travaillait en parallèle le marché nord-américain et l'Asie, et on a annoncé donc la semaine dernière et la signature d'une lettre d'agrément pour créer une joint venture avec un partenaire local en Asie, en Thaïlande, en utilisant tous les résidus de la canne à sucre. Alors, pourquoi l'Asie? Écoutez, c'est un marché qui est en pleine croissance. Il y a peu de producteurs en Asie hors Chine. C'est un marché qui est pas encore aussi développé en termes de sensibilité environnementale et RSE que ce qu'on peut avoir en Europe, mais les choses sont en route. Et voilà, c'est un marché très dynamique, toujours en très forte croissance, avec des pays qui sont de plus en plus consommateurs, qui montent en développement économique et donc qui seront à terme utilisateurs de plus en plus de nos molécules. Voilà, donc c'est une base qui est pour nous stratégique, qui le deviendra encore plus. Et puis surtout, l'Asie représente à peu près un quart des volumes de nos molécules aujourd'hui. Donc, c'est un terrain de jeu très important pour cette deuxième usine, avec un marché adressable donc, qui nous permettra de pouvoir nous installer et prendre des parts de marché en tant que leader et puis de pouvoir grossir. Rappelez-nous, il y a plusieurs questions sur le sujet aussi, sur les dates un petit peu possibles de production et de commercialisation des produits de cette usine. Donc, cette usine a vocation à faire les mêmes molécules que celles qui seront aujourd'hui présentes et qui seront aujourd'hui produites à Carlin. L'idée, c'est d'avoir une capacité de production qui soit plus importante. On a parlé de 16 000 tonnes dans le Grand Est. On sera plutôt pas sur un doublement de capacité, mais pas très loin, avec une capacité visée qui sera probablement autour de 28 KT par an. Sur la slide suivante, peut-être, Jean-Baptiste. Voilà, on avait parlé de notre process au départ, qu'on vous avait expliqué, c'est cet aspect environnemental. L'idée avec cette usine en Thaïlande, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, de faire aussi bien que ce qu'on a à Carlin, voire même mieux. Donc, cette matière première renouvelable, on l'a dit, ce seront tous les résidus de la canne à sucre, et donc qui sont disponibles en quantité très importante en Thaïlande. C'est la raison pour laquelle aussi on a choisi ce pays-là et ce partenaire, avec un accès à une énergie qui est une énergie verte et qui nous permettra de faire aussi bien à minima que ce qu'on peut avoir en France en termes d'émissions de CO2 et donc d'empreinte carbone. Toujours donc ce portefeuille de produits identiques pour servir un marché local. Et puis c'est le même principe qu'à Carlin, un résidu de fermentation qui retournera au sol en tant qu'engrais dans une logique vraiment totalement circulaire. Voilà, donc on va encore, un petit peu plus loin. Caroline a parlé tout à l'heure de notre stratégie ESG. En fait, c'est un outil pour nous de développement, c'est un outil stratégique de décision, de prise de décision, aussi en termes de partenaires et de choix de partenaires avec lesquels on souhaite travailler. Voilà, on est à prêter beaucoup d'attention et c'est aussi pour toutes ces raisons qu'on a choisi cette implantation en Thaïlande proche d'une capacité de production de sucre.
Sur la slide 23, effectivement, pour compléter sur ce projet de deuxième usine, donc effectivement, on a annoncé ce partenariat avec le groupe Métropole, qui est le 3e producteur mondial de sucre, hein, qui est le premier en Asie, hein, donc c'est un acteur extrêmement conséquent, qui clairement a des réflexions de valorisation d'un certain nombre de ces résidus, et c'est aussi donc c'est dans cette logique un peu justement partenariale que l'on intervient. Au moment de l'introduction en bourse, quand on évoquait les prochains projets, on laissait la porte ouverte sur la volonté de le faire seul ou accompagné, mais toujours très majoritaire. Il nous a paru plus pertinent dans ce projet de le faire accompagné, tout en restant clairement majoritaire à 70%, pour vraiment engager dans la durée ce partenaire à nos côtés, puisque ce partenaire apportera à la fois ses matières premières, ses résidus de matières premières, aujourd'hui qui sont faiblement valorisés, sur lesquels ils cherchent justement des solutions de valorisation complémentaires. Ils vont nous apporter également le site et leur énergie verte décarbonée. Ce qui fait extrêmement, nous, du sens dans une logique justement d'avoir notre impact le plus bas possible en termes carbone. Et donc, cette joint venture, finalement, va permettre de nous engager dans la durée avec eux à nos côtés. Et nous, effectivement, on va apporter notre technologie, notre savoir-faire, de construction aussi, de démarrage d'usine, et la relation commerciale, puisqu'on a cette relation commerciale avec finalement déjà tous nos clients établis, qui sont pour la plupart des clients globaux, avec des besoins globaux, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou là, en Asie. Donc voilà, c'est un engagement très fort à leur côté, et donc on va concrétiser en courant de l'année 2023. On peut aller maintenant sur quelques informations plus financières sur votre trajectoire. Ouais, très bien. Donc là, effectivement, c'est une synthèse finalement des différentes métriques entre ces deux usines. La première usine, Nicolas l'a évoqué, 16 000 tonnes par an. C'est une taille industrielle et donc les prochaines n'ont pas vocation à être des multiples de celle-là. Le but, c'est d'optimiser encore la taille si c'est pertinent. C'est le cas pour la deuxième. On va viser plutôt 28 000 tonnes. Mais cette première est déjà de taille industrielle. Donc, on a effectivement annoncé la livraison de cette première usine en 2022. L'objectif pour l'usine 2, c'est de viser cette livraison en 2025. Ce sont nos études d'ingénierie courantes cette année qui vont nous confirmer, notamment ce planning plus précis, avec toutes les études liées justement au terrain et autres, et ainsi de confirmer l'investissement qu'on estime pour l'instant aux alentours de 100 millions d'euros, à comparer à 60 millions d'euros pour la première usine. Je rappelle, l'investissement qui a été respecté et tenu dans le cadre de cette première usine, tant en termes de délai qu'en termes de montant. Et sur la structuration du financement, donc ça, c'est l'enjeu à venir. Sur la première usine, on avait finalement un apport à 50% en fonds propres et à 50% en dette et subventions. L'enjeu pour la prochaine, c'est d'augmenter encore un peu cet effet de levier. L'objectif à terme, alors à l'usine 3, 4, 5, 6, en tout cas, c'est d'avoir finalement un effet levier le plus optimisé possible pour être le plus performant en termes d'utilisation de nos fonds propres. Pour cette deuxième usine, on va viser un niveau de levier intermédiaire pour justement commencer à améliorer finalement l'optimisation et l'utilisation de nos fonds propres. Et donc, on vise finalement un apport en 40% de fonds propres et d'aller structurer une dette à 60%, avec notamment Métropole à nos côtés pour aller chercher cette dette. L'objectif de chiffre d'affaires de cette usine 2, c'est 60 millions d'euros à comparer aux 35 millions d'euros de cette première usine. Et l'enjeu, c'est d'avoir une marge d'EBITDA améliorée par rapport à la première, à la fois sur un effet taille, sur un effet utilisation de la matière première ou autre. Et donc voilà, ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille activement pour répondre à cet objectif. Voilà un peu sur les différentes guidances des deux usines. Aujourd'hui, à Firennes, sur 2022, et on va annoncer en mars nos résultats, nos comptes à fin 2022, mais donc en tout cas au 3 juin 2022, on avait encore 65 millions de trésorerie, faiblement endettés. On avait moins de 9 millions d'euros de dette. Donc, c'est une position de trésorerie assez confortable avec 75 millions de fonds propres qui nous permettent justement
voir venir ce démarrage de cette première usine à Fierenne-Neauxy, le financement de la deuxième. Et puis, effectivement, ensuite, l'enjeu, c'est derrière de travailler le projet de troisième usine. Voilà, c'est aujourd'hui ça, tout l'objectif qui était l'objectif déjà à l'introduction en bourse. Peut-être pour finir sur les éléments financiers, avant d'aller sur les perspectives, sur l'action à Fierenne, donc effectivement avec une introduction à 8,02 €. Effectivement, on a un peu perdu. Je pense que là, c'est le sort de toutes les actions dites de croissance dans ce contexte économique un peu plus défavorable. Néanmoins, effectivement, un marché, un cours de l'action qui s'est néanmoins, on trouve, bien tenu dans ces contextes économiques, notamment par le fait qu'on a des actionnaires de long terme à nos côtés qui nous ont rejoints avant l'introduction en bourse ou à l'introduction en bourse aussi, et dans cette logique justement impact et RSE. Voilà, donc néanmoins, c'est quelque chose que l'on suit toujours de près, notamment avec nos analyses, donc sur les différents analystes institutionnels et notamment les analystes plus retail, journalistes, avec Investir et le Revenu. Voilà, on essaie aussi d'y passer du temps pour donner le bon niveau d'information, pour avoir une certaine transparence sur tout cela. Si on va maintenant sur les perspectives, et après je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Jean-Baptiste, vous nous direz parce qu'on a le temps de répondre à toutes. Pardon. Avant de parler des perspectives, j'aimerais rappeler quand même que depuis notre IPO, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de promesses ont été tenues. On a eu effectivement la mise en service de cette usine. On a continué, comme on l'avait expliqué, à sécuriser l'output et la vente de la production de cette usine. On a fait un très gros travail, comme Caroline l'a montré, sur notre réflexion ESG et sur notre mission en général, voilà, qui, encore, je le répète, nous permet de nous différencier des acteurs de la pétrochimie et de l'ensemble des producteurs de ces molécules au niveau mondial. On est les seuls aujourd'hui à être avec ce niveau d'avancée en termes de technologie et d'industrie pour être capable de produire ces molécules naturelles et biosourcées. On compte garder cette avance. Et puis donc, comme on l'avait évoqué au moment de l'IPO, le choix de ce deuxième site, avec l'accord dont Maxime a parlé, avec notre partenaire thaïlandais, qui est un partenaire vraiment de référence. Donc, beaucoup de choses ont eu lieu pendant cette année 2022. Je vous laisse avancer, Jean-Baptiste. Oui. Voilà, donc j'ai expliqué en 2 mots pourquoi on avait choisi l'Asie. Le scénario américain est toujours d'actualité. On continue à travailler dessus. Et d'ailleurs, l'équipe, on a renforcé notre équipe récemment pour continuer d'avancer. On avait plusieurs scénarios, mais on cherche encore le meilleur setup. Donc, le projet aux États-Unis continue à avancer. Donc, voilà, on est installé dans cette internationalisation et dans le fait de devenir un acteur global proche de nos clients qui sont, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, des clients globaux, internationaux, et d'être capable de pouvoir répondre à leur offre, quel que soit finalement leur lieu d'implantation. Donc, avec l'Europe et donc à Fierenne-Neauxy qui est toujours dans cette phase de démarrage, mais qui progresse, et donc l'Asie avec cet accord-là. Et donc, on continue à travailler activement sur un scénario en Amérique du Nord. D'accord. Voilà, donc je pense que le rappel peut-être, Maxime, tu peux peut-être faire un point sur cette slide-là, sur nos objectifs moyen terme. Exactement, ça, ce sont effectivement tous les indicateurs qu'on suit justement dans le cadre notamment de notre cotation et dans nos rapports financiers, que sont la capacité à engager et la capacité à installer, le vente de chiffre d'affaires cumulé sur les différentes usines et notre marge d'EBITDA. Quand on s'est introduit en bourse, effectivement, on était à 16 000 tonnes engagées et pas encore installées.
Et donc, aujourd'hui, on est voilà, à 44 000 engagés avec cette usine 2, ce projet d'usine 2, et 16 000 tonnes déjà installées avec Neoxy. Les objectifs qu'on s'est fixés à horizon 2027, ce sont d'atteindre 72 000 tonnes avec 3 usines. Donc là, aujourd'hui, vous voyez les projets des 2 usines. La 3e usine, est-ce qu'elle sera aux États-Unis? Est-ce qu'elle sera l'extension de capacité de la première usine? Aujourd'hui, les scénarios sont ouverts. On sait qu'à terme, on aura une usine aux États-Unis. Est-ce que ce sera la 3e ou la 4e? Les points sont encore ouverts. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, profiter aussi de Neoxy et de Carlin pour faire une extension de capacité, c'est peut-être aussi capitaliser sur un certain nombre de choses déjà existantes. Donc, ça peut aussi peut-être être plus facile. C'est aussi ce qu'on regarde pour ce projet de 3e usine. Mais voilà, en tout cas, l'enjeu, notre objectif, c'est d'avoir ces 3 usines pour 2027 qui généreraient les 3 un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros et qui permettront, en fait, les 3 usines de générer une marge d'EBITDA groupe de l'ordre de 30%. Et donc, après, de permettre de continuer à faire ce développement, mais avec une société pleinement profitable. Voici la feuille de route qui était issue de l'IPO 2021 et sur laquelle on continue de travailler. Et peut-être justement sur les autres produits, parce que justement à Firenze, ce ne sera pas que 3 usines et ce ne sera pas que ces 7 acides. Nicolas, je te laisse. Ouais, déjà, une petite précision, quand on parlait d'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord en général. On a des scénarios qu'on travaille vraiment sur les États-Unis, mais on regarde aussi et on a un scénario au Canada aussi. Donc voilà, c'est vraiment toute cette zone géographique qu'on souhaite viser. Et donc, comme Maxime le disait, de toute façon, on aura aussi une réflexion d'extension de capacité d'Afiren Neoxy pour augmenter notre capacité et notre emprise en Europe. J'aimerais rappeler qu'Afiren, ce n'est pas simplement ces usines et ces acides. Ces acides, ce sont des briques, ce sont des molécules qu'on peut dériver, qu'on peut transformer pour aller toucher d'autres marchés, d'autres acteurs. Aujourd'hui, une grosse partie de l'équipe de R&D travaille sur le démarrage, mais une grosse partie, mais le reste est vraiment dédié à des travaux sur d'autres types de molécules, soit pour aller chercher des volumes additionnels, soit pour être capable d'aller chercher de la valeur. On travaille donc à la fois sur l'optimisation de notre process, l'optimisation finalement de nos prix et de nos coûts de production. On travaille énormément sur les matières premières, le type de matière qu'on pourrait utiliser pour à la fois être le plus compétitif possible et le moins dépendant d'un feedstock et pouvoir construire des usines avec finalement le meilleur setup environnemental et la meilleure visibilité à long terme. On travaille donc sur des acides complémentaires pour élargir notre gamme, mais aussi sur des dérivés. Donc, vous voyez, les sujets aujourd'hui sont très larges. On investit de l'argent pour être capable de faire grossir aussi notre activité au-delà de la construction simplement, j'allais dire entre guillemets, de ces usines complémentaires. Et ce qu'on est en train de faire, et j'aimerais vous le rappeler, construire des usines, ça prend du temps. C'est un vrai challenge. Surtout quand on est une société, on a une petite société et une société en croissance, on a tout à créer, on est en train de faire la preuve et on est en train d'y arriver à la fois avec Carlin et aussi avec cette 2e usine. Je pense que travailler parmi les leaders mondiaux du sucre, ça montre aussi la crédibilité de notre modèle. Tout ça est en train de se mettre en place, voilà, et on est en train de travailler aussi sur, à terme, ce développement peut-être de molécules et de portefeuilles pour devenir vraiment un acteur très particulier, très spécial de ces molécules naturelles et biosourcées, un acteur finalement qui sera au cœur de cette chimie un peu plus verte de demain. On a énormément de demandes de clients, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, de discussions, à la fois pour nos usines et nos produits, mais aussi pour d'autres développements. Voilà, donc ça montre qu'on est dans le vrai et moi je suis très optimiste sur le développement de la société. Et surtout parce qu'on a réussi à constituer une équipe très performante qui vient d'horizons très divers et qui sera capable d'accompagner cette croissance. Voilà un petit peu pour les perspectives. Moi, je voulais aussi vous remercier pour votre soutien. On a, comme toute société, et particulièrement listée en bourse, mais même toute société un petit peu tech avec des actionnaires, on a aussi besoin de ce soutien-là pour grandir, pour créer cet acteur unique français. Je pense que
La signature en Thaïlande la semaine dernière a été la preuve qu'on était capable aussi de faire rayonner une marque et aussi le pays qui nous est cher, avec une amélioration technologique et une solution qu'on apporte et qu'on peut exporter dans d'autres parties du monde. Voilà. Donc, merci en tout cas pour votre soutien. Et puis, on est prêt à répondre maintenant aux questions. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors, vous en avez répondu à certaines au fil du déroulement. Mais quand même, il y a beaucoup de questions. Premièrement, sur la concurrence. Est-ce que vous soyez un peu plus précis sur la concurrence? Est-ce que vos plus proches concurrents ont les mêmes préoccupations environnementales ou le même positionnement environnemental? Et aussi, quelle est la différence avec Global Bioénergie? Si vous avez quelques précisions. Ouais. Alors déjà, sur la concurrence, aujourd'hui, les molécules qu'on est en train de produire ne sont produites qu'à base de dérivés de pétrole aujourd'hui à l'échelle industrielle. Il y a ponctuellement quelques offres biosourcées sur certaines de nos molécules dans des volumes, je veux dire, qui sont peu significatifs par rapport au marché et à la taille des marchés mondiaux. Mais donc, on est le seul acteur au niveau international à être aussi avancé avec un portefeuille de produits aussi large de molécules naturelles et biosourcées. On a quelques concurrents qui travaillent sur ces sujets, mais qui sont, j'allais dire, très, très, très en retrait par rapport à notre stade d'avancement. Ça, c'était le premier point. Sur le point, en fait, Global Bioénergie, on est une société qui est totalement différente. On a une technologie qui n'a absolument rien à voir, puisqu'on fait de la fermentation, mais on fait une fermentation naturelle qui n'est pas OGM, qui est une fermentation... voilà, on a fait un choix et un axe de fermentation qui n'a rien à voir. On ne vise pas à fabriquer de l'énergie. On ne cherche pas à viser que certains marchés à très forte valeur ajoutée. Notre idée, c'est d'avoir un portefeuille de produits suffisamment large pour être compétitif dans des marchés à la fois de niche, mais aussi des marchés plus importants en termes de volume. Et donc, les molécules produites n'ont rien à voir avec celles que fabrique ou que pourrait fabriquer Global Bioénergie. D'accord. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'énergie. Effectivement, vous utilisez la fermentation, ça prend de l'énergie. Voilà l'impact du coût de l'énergie, comment vous arrivez à vous en préserver, comment ça vous a impacté. Nicolas, tu veux que je prenne? Vas-y. Ouais, alors sur l'énergie, aujourd'hui dans notre process de production, le coût de l'énergie, c'est de l'ordre d'environ 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un coût qui est important, mais on n'est pas non plus énergivore. On a effectivement quelques étapes qui sont consommatrices d'énergie. Plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est que quand on se compare à nos concurrents pétrosourcés, qui sont 99% de nos concurrence aujourd'hui, ils sont soumis à plus de tensions que nous d'un point de vue énergétique parce que eux déjà dépendent du pétrole qui est leur matière première. Ils sont plus énergivores que nous dans leur process de production et ils sont au plus très souvent basés de l'autre côté du Rhin, donc avec soumis un peu plus de tensions. Donc on évolue dans un écosystème où finalement cette tension énergétique est plus conséquente chez nos concurrents que chez nous. Et ce qui nous permet notamment d'avoir ces discussions assez honnêtes avec nos clients pour être capable justement de réimpacter en tout ou partie ces surcoûts énergétiques. Donc ça, c'est des sujets qui sont assez actifs avec nos clients qui comprennent bien le sujet. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, et c'est un sujet qu'on a déjà initié, c'est de en fait compléter avec des clauses de surcoût énergétique en plus de notre prix classique, de contrat classique, pour justement avoir une approche beaucoup plus dynamique par rapport justement au prix de l'énergie à un instant T. Donc ça, c'est des points qui sont bien compris par nos clients. Et effectivement, on a ce pricing power parce qu'on apporte cette approche très environnementale, très impactant carbone, où nos clients effectivement comprennent et sont prêts à jouer le jeu dans un environnement compétitif qui, de toute façon, essaie également de rebalancer ces surcoûts. D'accord. Voilà. Autre sujet, c'est concernant l'usine Neoxy à Saint-Avold. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la livraison des lots? Quand seront livrés les lots et aussi à qui? Quels sont les principaux clients de quel secteur attendu? Donc, je souhaiterais rappeler qu'on avait comme objectif de louer vraiment, et c'était un objectif interne agressif,
qu'on s'était fixé de pouvoir livrer des lots d'ici la fin de l'année 2022. On est un petit peu en retard aujourd'hui sur cette approche-là, parce qu'on est dans cette phase de fiabilisation, parce qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure, essuyé beaucoup de sujets, parce qu'on est dans une période où quand vous commandez du matériel, vous avez toujours des délais qui sont importants. Aujourd'hui, voilà, on est dans cette phase-là. On ne va pas de donner de date aujourd'hui. On est dans cette phase de progrès, d'avancement, de maîtrise de notre process pour nous permettre le plus vite possible de délivrer ces premiers lots. Voilà, en tout cas, c'est notre objectif et tout est tourné vers cet objectif-là. Et ensuite, vers l'objectif numéro 2, qui est d'être capable ensuite de pouvoir produire en continu pour servir durablement nos clients. Les clients qu'on va adresser avec ces premiers lots, c'est ceux avec lesquels on a déjà signé des contrats et avec lesquels on est en discussion très active et très régulière pour les tenir au courant de notre avancement. Voilà, donc aujourd'hui, j'allais dire que tout l'output qui est prévu, tout ce qui sera produit est déjà prévendu sur toutes les molécules. Voilà, donc c'est pas, on n'a pas de questions sur comment et à qui vendre ces premiers lots. Tout est déjà organisé. Peut-être, j'ai cru voir une question peut-être pour compléter ça, sachant qu'on a toujours été très clair avec le client sur justement les aléas possibles d'un démarrage d'une première usine, première preuve mondiale, et donc on a toujours été très clair sur le fait qu'on ne prendra aucune clause de pénalité de retard ou de démarrage ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, nos clients nous soutiennent là-dedans. Il n'y a pas de sujet contractuel lié à ce planning. D'accord. Alors, il y avait aussi quelques questions qui étaient relatives aux pesticides, aux néocotinoïdes, et comment, notamment sur la culture des betteraves. Est-ce que ça va vous impacter? Caroline, on te laisse peut-être répondre. Ça marche. Effectivement, l'interdiction de ces solutions pour les agriculteurs, ça peut les freiner un petit peu dans leur culture. Néanmoins, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où c'est déjà interdit. Nos approvisionnements sont sécurisés via un contrat avec le groupe Südzucker, comme vous le savez, dont un certain nombre d'approvisionnements sont situés en Allemagne. Donc, on est un petit peu moins concernés de manière directe, d'autant plus que nos produits sont des coproduits. Néanmoins, on est très concerné par la pérennité, évidemment, de l'activité des agriculteurs. Ils sont soumis à ce genre de frein, l'accumulation de maladies sur leur culture, mais aussi aux aléas de la sécheresse, du changement climatique. Donc, nous, on a à cœur d'aider au maximum sur toute la chaîne de la bioéconomie ses parties prenantes et ses fournisseurs. Et c'est là que aussi, finalement, l'approche d'Afiren fait du sens, puisque aussi dans nos produits, on apporte des solutions qui peuvent aider les agriculteurs dans leur rentabilité et la pérennité de leur culture. Donc, évidemment, c'est un sujet pour lequel on se sent concerné, mais l'impact personnellement, au niveau d'Afiren, on ne le prend pas de plein fouet pour les raisons que j'ai évoquées. Ça aussi confirme la nécessité, en tout cas la pertinence de notre modèle, de pouvoir avoir une technologie finalement qui s'appuie sur une variété de matières premières. Notre usine de Carlin-Saint-Avold est basée sur des coproduits de la betterave à sucre. La prochaine sera basée sur d'autres types de matières premières. Et on voit bien que voilà, c'est important d'avoir une diversification des approvisionnements. Merci. Je pense que si juste pour compléter, Caroline, ça montre qu'effectivement, d'avoir cette capacité, comme tu disais, d'avoir des approvisionnements différents, cette capacité d'avoir des sites et des géographies qui sont différentes, et on l'a bien vu dans le contexte à la fois Covid avec les problèmes de logistique, mais aussi et donc d'être capable de répondre à une logique locale, et aussi d'avoir finalement des structures de coûts d'énergie et de charges qui sont aussi dépendantes des marchés qu'on va servir au niveau local. C'est aussi tout ce travail de diversification et d'implantation. C'est aussi le cœur de notre stratégie pour justement être capable d'anticiper toutes ces difficultés dans un monde qui est quand même
traversée par des crises diverses et variées depuis un certain nombre d'années. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez dit, mais est-ce que vous avez un estimatif ou une comparaison du coût de production de vos acides aminés organiques biosourcés avec un coût de production qui utiliserait des hydrocarbures? Et deuxième question aussi qui est peut-être en rapport, c'est après aussi, est-ce que vous arrivez à vendre plus cher vos acides organiques plus par rapport à ceux qui seraient produits je dirais, de manière traditionnelle? Alors, effectivement, on a la vision du coût, et ce qu'on voit, c'est qu'on est globalement compétitif, même si en fait, il faut nuancer cet élément, parce qu'en fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est un portefeuille de molécules. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en pétrochimie, ces 7 molécules, en fait, sont produites séparément. Elles ont chacune un processus de production, et donc chacune une usine pour les produire, et donc chacune un coût de revient différent. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'avoir une compétitivité, une profitabilité de portefeuille, c'est-à-dire en vendant chacune de ces molécules à un prix compétitif, avoir dans l'ensemble une profitabilité de nos usines. Et donc, effectivement, il y a clairement des molécules, de nos molécules, si on les séparait toutes seules, elles seraient beaucoup plus profitables que certaines molécules pétro, et à l'inverse, d'autres le seraient moins. L'enjeu, c'est d'avoir globalement une profitabilité sur notre portefeuille de produits. Et donc, effectivement, dans sa globalité, on a cette compétitivité. Point important, c'est qu'on a cette compétitivité, peu importe le prix du baril. En pétrochimie, ces acides carboxyliques, ils arrivent en fait en fin de chaîne de production, et donc ils ont un coût fixe intangible. Et donc, ils ont une légère corrélation par rapport au prix du pétrole, qui n'est pas de 1 pour 1. La corrélation, elle est là, mais elle est relativement faible. Et finalement, on a pu voir dans les 10 dernières années des environnements pétrole haut et des environnements pétrole bas, pour confirmer qu'on était toujours capable d'être compétitif par rapport à cela. Ça a été un enjeu dès le début dans Afiren, ça a été de toujours baser tous nos modèles sur des prix compétitifs avec justement la pétrochimie, le pétro-sourcé. Pour que ce qu'on peut appeler le premium bio soit seulement un point complémentaire, mais pas une contrainte pour avoir une viabilité économique. Une fois qu'on a dit ça, pour la deuxième partie de votre question, nous, on a l'enjeu et l'objectif d'être capable de vendre au mieux ces molécules parce qu'elles ont une valeur ajoutée. Elles sont naturelles, elles sont bas carbone. Et donc, charge à nous ensuite d'être capable d'aller vendre au mieux ces molécules. En fait, ce qu'on identifie, c'est que selon les applications, on est capable de plus ou moins valoriser ces molécules parce que selon ces applications, justement, cet aspect naturel et bas carbone va être plus recherché. Par exemple, quand on va dans la cosmétique, ce sont des tout petits volumes, mais on peut avoir des prix qui sont extrêmement supérieurs à nos prix projetés initialement. Quand on va dans l'alimentation humaine, ce qui reste notre premier marché, ça c'est très intéressant puisque c'est un marché qui est très gros en termes de volume et qui peut être capable de valoriser un peu mieux par rapport à la pétrochimie. Et donc, charge à nous ensuite d'aller justement chercher au mieux ces premiums. Mais on a toujours voulu faire en sorte de ne pas poser de chiffres de premium, de toujours baser dans nos estimations des chiffres pétro, pour que ça soit justement un upside et pas une contrainte. Et qui sait, on peut aussi avoir, nous, des mauvaises nouvelles. Et donc, peut-être que ça peut aussi nous permettre de compenser peut-être de futures mauvaises nouvelles. Et donc, d'être toujours dans une approche relativement prudente dans cette phase d'extension. Et Maxime, j'aimerais rajouter, puisque j'ai vu une question sur le fait qu'on insistait beaucoup sur les critères RSE, mais que la réussite passera par les résultats financiers, ce qui est tout à fait vrai. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, notre politique RSE nous permet aussi de créer de la valeur et de proposer à nos clients quelque chose de différent, quelque chose vers lequel un certain nombre d'entre eux vont être obligés d'aller et donc permettre de créer de la valeur. L'idée, ce n'est pas d'avoir un discours complètement hors sol sur la politique RSE d'une société comme la nôtre, mais c'est au contraire de s'en servir pour créer quelque chose d'unique et que c'est cette valeur-là qu'on arrive ensuite à valoriser dans certaines applications, notamment vis-à-vis des clients qui cherchent quelque chose, qui cherchent à sortir du pétro, qui cherchent à diminuer leur empreinte environnementale ou au CO2 parce qu'ils vont être contraints, parce que le CO2 coûtera plus cher. Et c'est ça justement qu'on est en train de travailler aujourd'hui pour que cette RSE, finalement, c'est le côté environnemental, rime avec la compétitivité économique. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a à peu près traité tous les sujets. Hein. J'ai eu beaucoup de questions, alors j'ai essayé de
mais je pense que globalement, toutes les questions ont été traitées au fil de l'eau. Il me reste à vous remercier très, très chaleureusement, hein, Nicolas, Maxime et Caroline. Et aussi, bien sûr, à remercier tous les participants. Merci beaucoup. Je vous laisse le dernier mot de la fin à vous trois. Non, je disais un grand merci à tous et à toutes pour vos questions. Et puis, voilà, sachez que toute l'équipe est totalement dédiée pour continuer d'avancer et de progresser et de délivrer notre feuille de route. Voilà, c'est un enjeu d'être industriel, croyez-moi, et justement, ça fera la force et la puissance et finalement la particularité de notre modèle une fois que tout sera définitivement lancé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.